Hey, salut à tous les amis, c'est Anto. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour ma première vidéo sur le 7.4 de Star Wars Unlimited, passage en vitesse lumière. Et aujourd'hui, comme le veut la tradition, je vais vous présenter une version améliorée du deck de démarrage de Han Solo Commandement. C'est parti, après le générique, let's go! Ok, on se lance dans l'analyse. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai évidemment gardé le leader Han Solo, moi et les probabilités, ainsi que la base Echo. Donc ce sont les bases et le leader et la base qui sont présents directement dans le deck de démarrage. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une version optimisée de ce deck pour le rendre beaucoup plus compétitif. Petit disclaimer, contrairement aux 3 premiers sets qui proposaient des kits de démarrage avec 2 decks préconstruits à l'intérieur, ici, ce set-ci propose bien 2 decks qui sont vendus séparément, celui de Han Solo et celui de Boba Fett. Et au-delà du fait qu'ils soient vendus séparément, ce sont des decks qui sont aussi beaucoup plus consistants, beaucoup plus forts que les kits de démarrage que vous trouviez dans les sets 1, 2, 3. C'est pourquoi ici, je vais vraiment vous présenter une version qui est optimisée pour le compétitif, qui va reprendre notamment énormément de cartes légendaires des anciens sets, ainsi que des cartes légendaires de ce set-ci. Donc on n'est pas sur une version améliorée budget, on est vraiment sur une version améliorée du deck de manière à ce qu'il tourne beaucoup mieux d'un point de vue compétitif, parce que j'estime que à 2-3 ratios près, à 2-3 cartes près, il va être difficile de vraiment vous proposer une version améliorée de ce deck en version budget. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont s'ajouter, il n'y en a pas beaucoup qui vont se retirer si je faisais ça comme ça. On va faire la même chose d'ailleurs pour le deck de Boba Fett très prochainement, comme vous allez pouvoir le voir. Avant de vous présenter plus en détail justement le fonctionnement de ce deck, je vais vous montrer à quoi ressemblait le deck initialement. Lorsque vous l'achetez en boutique, voilà les cartes que vous avez dedans. Comme vous pouvez voir, c'est un peu toujours le cas avec les decks de démarrage. Vous avez énormément de cartes différentes, dont certaines qui n'ont qu'un ou 2 exemplaires à l'intérieur. Donc même si ce deck est un peu plus compétitif que ceux des 7 1 des 3, malgré tout ça reste assez inconsistant. C'est pas totalement optimisé, il y a beaucoup de cartes qui nécessitent soit d'être augmentées en nombre, soit carrément retirées, et comme vous allez le voir, la version que j'ai construite retire énormément de cartes de ce deck-ci. Alors évidemment, il y a plein de stratégies possibles avec ce deck. C'est un peu un avantage justement du deck Han Solo, contrairement au Boba Fett qui est très orienté quand même sur les dégâts indirects. Ici, il y a beaucoup de stratégies différentes possibles, comme vous allez le voir. Donc là, je vais vous présenter une stratégie, celle à laquelle j'ai pensé. Maintenant, il y en a plein d'autres qui vont potentiellement supprimer moins de cartes du deck de démarrage. Justement, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les cartes que je supprime, mais vous pouvez voir ici, en un clin d'œil, qu'on retire énormément de cartes de ce deck pour les remplacer par des autres qui vont rendre le deck un peu plus fort, un peu plus puissant, un peu plus consistant. Ça va être le cas aussi des ratios des cartes qui sont présentes dans le deck. Il y en a certaines qu'on va augmenter, d'autres qu'on va diminuer. Vous allez voir ça plus en détail tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par le leader. Il s'agit de Han Solo, moi et les probabilités. Alors, j'ai envie de renommer ce deck Han Solo Casino parce que c'est un deck qui va jouer énormément sur votre chance, sur les probabilités, comme le nom du leader l'indique justement, à commencer par l'effet du leader en lui-même. Donc son effet, vous pouvez l'incliner gratuitement, révéler la première carte du dessus de votre deck, et ensuite attaquer avec une unité. Si l'unité avec laquelle vous attaquez a un coût impair, et que la carte que vous avez révélée a un coût impair qui est différent, alors l'unité qui attaque a plus 1 d'attaque. Pour favoriser au maximum le fonctionnement de cet effet, justement, vous allez voir que j'ai intégré dans le deck uniquement des cartes qui ont un coût impair. Donc des cartes qui ont un coût de 1, de 3, de 5 et de 7. Il n'y a aucune carte qui a un coût pair dans le deck. C'est évidemment possible d'améliorer le deck en ajoutant des cartes qui ont un coût pair. Il y en a certaines que j'ai hésité à mettre qui étaient très fortes. Maintenant, là mon idée c'est vraiment de jouer autour de ce leader et de maximiser les probabilités que son effet fonctionne, comme vous allez pouvoir le voir. Petite info supplémentaire qui est importante à avoir en tête lorsque vous jouez l'action de ce leader.
la première chose que vous allez faire lorsque vous faites cette action, c'est de révéler la carte du dessus de votre deck. Et c'est seulement ensuite que vous choisirez l'unité qui va attaquer. Donc ça vous permet un peu de maximiser également les chances que son effet fonctionne et que ce petit +1 s'active en choisissant la bonne unité en fonction justement de la carte que vous avez révélée. Je vais vous montrer également d'autres cartes qui vont tourner énormément autour des probabilités dans ce deck et autour de vos chances. Il s'agit tout d'abord de l'amélioration pour 1 gibier de chasseur de primes. C'est une amélioration du set 2 que vous mettez justement sur une unité de l'adversaire pour lui donner une prime. Et lorsque vous vous débarrassez de l'unité de l'adversaire, si c'est une unité unique, vous allez révéler regardez les 10 premières cartes de votre deck. Si elle n'était pas unique, c'est seulement 5 cartes que vous allez regarder. Et parmi ces 5 ou 10 cartes, vous allez invoquer gratuitement une unité qui a un coût de 3 ou moins. C'est une carte qui était beaucoup jouée dans le Bosque Vert, qui a aussi été un peu jouée dans Queenland Vert. Ici, je l'ai intégré dans le deck parce que je trouve que ça rentre bien dans la philosophie du deck, justement, et aussi parce que vous allez voir qu'en tour 1, on ne joue que, comme je vous l'ai dit, des unités et des cartes qui ont un coût de 1. Donc ça avait de l'intérêt, en plus des unités qui ont un coût de 1, d'avoir éventuellement une petite amélioration prime à mettre sur une unité adverse, en plus d'une autre unité que vous auriez jouée sur votre terrain, justement. Une autre carte qui va jouer énormément sur les probabilités, c'est probablement la carte maîtresse de votre deck, vous la connaissez certainement, il s'agit du renfort de Ewing. Lorsque vous la jouez pour 7, vous regardez les 10 premières cartes du dessus de votre deck, et vous jouez un maximum de 3 unités, qui ont un coût combiné de 7 ou moins, et elles entrent en jeu gratuitement. On reviendra tout à l'heure plus en détail justement sur cette carte et sur le terme gratuitement qui a énormément d'importance justement dans la façon de la jouer. Mais avant cela, on va parler des cartes que vous allez jouer au tout premier tour. Alors je vous l'ai déjà dit juste avant, vous avez Gibier de chasseur de primes. C'est une carte très très forte à jouer au premier tour, notamment si votre adversaire a l'initiative et a déjà posé une unité, vous pouvez tout à fait mettre une ou 2 améliorations gibier de chasseur de primes justement sur l'unité qu'il a joué. C'est un très très bon tour 1 qui va vous permettre pour seulement une ressource finalement de jouer derrière lorsque vous débarrasserez l'unité en question, de jouer justement une unité qui a un coût supérieur parce que ça peut monter jusqu'à un coût de 3. Ensuite, vous avez 2 vaisseaux que vous allez pouvoir jouer au tour 1. Il s'agit du Transfuge du Cartel et l'Escort Wolfpack. Ce sont des cartes qui sont déjà présentes dans le kit de démarrage, je les ai gardées. Le Transfuge du Cartel, c'est une 2-3 pour 1. Elle est bien connue parce qu'elle a des stats très intéressantes pour 1. Par contre, lorsque votre adversaire arrive à l'éliminer, il pioche une carte. À cause de la prime, ça c'est le côté négatif. Et l'Escort Wolfpack, c'est un peu moins intéressant en termes de statistiques, c'est une 2-1 pour 1. Mais par contre, elle a un petit effet qui peut servir de temps en temps. Lorsque vous la jouez, vous pouvez renvoyer dans votre main une de vos unités qui est non véhicule et non leader évidemment. Ça peut servir notamment si votre adversaire a joué une carte amélioration négative sur une de vos unités, par exemple une prime, ou une carte qui viendrait à l'empêcher d'attaquer. L'Escort Wolfpack peut justement la débloquer. Ça peut être utile dans certains cas, ou pour réactiver des effets une fois joués intéressants que vous aurez sur une de vos unités. Ensuite, vous avez 2 unités pilotes que vous allez pouvoir jouer au tour 1, donc soit sur votre arène terrestre si vous le souhaitez, soit en tant que pilote attaché directement à un des 2 autres vaisseaux dont je vous ai parlé juste avant, pour avoir un vaisseau directement amélioré. Alors vous avez d'abord 3 fois R2D2, c'est une carte qui était déjà je crois en 2 exemplaires dans le deck de démarrage, ici je l'ai mis en 3 exemplaires. Je la trouve très intéressante parce que elle a des stats classique du R2 qu'on avait déjà dans la saison 1, donc c'est-à-dire une 1-4 si vous la jouez en terrestre, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que si vous la jouez comme pilote, vous donnez +1/+1 à une unité véhicule gratuitement, parce que son coût en pilotage est de 0. Et en plus de ça, R2D2 ne prend pas de place en tant que pilote, c'est-à-dire que normalement lorsque vous attachez un pilote à un véhicule, vous ne pouvez mettre qu'un seul pilote. R2, vous pouvez le mettre en plus de n'importe quel autre pilote. Donc ça c'est très très intéressant, et son coût de 0 le rend vraiment très très intéressant. En tant que pilote bien entendu, si vous le jouez sur la terrestre, c'est un coût de 1 seulement. Niennum, c'est un coût de 1 également si vous le jouez en terrestre, et c'est un coût de 1 en pilote. Son effet intéressant, c'est que qu'il soit en terrestre ou alors en tant que pilote, l'unité gagne +1 d'attaque pour chaque autre unité ou amélioration pilote ami que vous avez sur votre terrain. Vous allez voir qu'on joue énormément d'unités qui sont justement des pilotes, et donc Niennum va très souvent se retrouver à 3, voire parfois 4 points d'attaque
ou alors le véhicule auquel il est attaché va gagner 3 ou 4 points d'attaque en plus. Donc c'est très très fort, franchement ça fonctionne assez bien. Ça reste une unité fragile, je l'ai mis qu'en 2 exemplaires, mais franchement ça fonctionne assez bien dans ce deck. Ensuite, autour d'eux, vous allez avoir pas mal de cartes intéressantes à jouer, notamment pour activer l'effet de gibier de chasseur de primes. Donc vous allez avoir tout d'abord Moi et les probabilités, donc c'est une carte que vous allez retrouver justement dans ce deck de démarrage, qui joue entièrement justement autour de ce leader Han Solo. Je crois que c'est pas une carte qui va être jouée dans un autre deck, hein, c'est vraiment une carte très spécifique à ce deck-ci. Donc vous défaussez 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire, et 3 cartes de votre deck, et vous infligez à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes impaires qui ont été défaussées. Vu que l'entièreté de votre deck est impair, lorsque vous jouez Moi et les probabilités, vous êtes sûr de faire au moins 3 dégâts à l'unité adverse, et pour peu que vous défaussiez au moins une carte du deck de l'adversaire qui est impair, voire plus, vous faites au moins 4 ou à 6 dégâts justement à l'unité de l'adversaire. Autour d'eux, globalement, vous allez quasiment à coup sûr pouvoir détruire l'unité sur laquelle vous avez attaché gibier de chasseur de primes. Ça fonctionne vraiment à tous les coups. Il y a de rares cas où ça ne va pas fonctionner. Si vraiment l'adversaire a joué une unité qui a 4 ou plus points de vie, il n'y en a pas beaucoup au tour 1, et que vous n'avez pas de chance justement dans les cartes défaussées de son deck, mais sinon dans la majorité des cas ça va fonctionner. C'est aussi une carte qui peut un peu plus tard dans la partie permettre de faire un peu de contrôle pour aller détruire une unité embarrassante. Donc voilà, c'est pas mal. Et vous pouvez également activer gibier de chasseur de primes en jouant épargner la cible. Alors épargner la cible, comme vous le voyez, c'est une carte qui vient remplacer guet-apens. Donc guet-apens, c'est pour 3, vous renvoyez dans la main de son propriétaire une unité non leader, c'est-à-dire une unité sur le terrain de l'adversaire ou sur votre terrain. Épargner la cible, la différence, c'est que vous ne pouvez renvoyer que des unités qui sont présentes sur le terrain de l'adversaire. Mais par contre, lorsque vous faites ça, vous collectez la prime des unités ciblées. Alors que normalement un renvoi en main ne permet pas de collecter une prime. Avec épargner la cible, vous allez pouvoir le faire. Donc j'ai mis en 2 exemplaires également épargner la cible pour justement essayer d'activer la prime de gibier de chasseur de primes. Et en tour 2, vous allez également essayer de ramper, c'est le cas dans la plupart des decks verts. Donc évidemment, vous avez 3 fois réapprovisionnement, c'est un classique, ça vous permet de monter à une ressource supplémentaire sur le tour. Ça veut dire qu'à votre 3e tour, vous serez déjà à 5 ressources, c'est-à-dire le tour de déploiement de votre leader. Donc c'est très 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 fort. Réapprovisionnement, il y a 3 fois, mais vous avez évidemment tout un tas d'unités que vous allez pouvoir jouer dans le deck autour d'eux, notamment Bocek. C'est une carte qui fonctionne très très bien avec le leader Han Solo, justement, hein. On sent que c'est une carte qui a été construite autour de ce leader-là. Si vous la déployez sur le terrain, c'est une 3-4 qui n'a aucun effet, mais par contre, vous pouvez, pour un coût de 2, la déployer en tant que pilote, et c'est là que ça devient intéressant. Ça va donner +1/+2 au véhicule attaché, et surtout, à partir du moment où vous l'attachez comme pilote, vous défaussez 2 cartes de votre deck, et si les cartes ont un coût impair, vous les piochez au lieu de les défausser, et forcément toutes vos cartes, comme je vous l'ai dit, sont impaires, donc vous allez forcément piocher 2 cartes lorsque vous attachez Bocek comme pilote. Donc c'est vraiment votre moteur de pioche de ce deck là. Notamment c'est important parce qu'au tour 1, comme je vous l'ai dit, vous allez jouer uniquement des cartes qui ont un coût de 1, donc très souvent au tout premier tour vous allez déjà perdre 2 cartes de votre main, et Bocek va vous permettre justement de repiocher un peu des cartes, et vous allez pouvoir le faire plusieurs fois dans la partie si vous avez l'opportunité de piocher plusieurs fois Bocek. Vous avez également Blue Leader, c'est une des meilleures cartes je trouve du set 4, elle est très très versatile, elle est très puissante, c'est une embuscade 3-3 pour 3 sur le spatial, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait payer un coût supplémentaire de 2 pour déplacer Blue Leader dans l'arène terrestre et lui donner 2 jetons d'expérience, et ensuite de faire l'embuscade si vous le voulez. Vous pouvez également faire la chose dans le sens inverse, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire une embuscade sur le spatial à 3-3, et si votre Blue Leader n'est pas mort, vous pouvez ensuite payer un coût supplémentaire de 2 pour le déplacer dans l'arène terrestre et lui donner 2 jetons d'expérience. Donc c'est très versatile, ça va fonctionner dans plein de situations, ça va vous aider dans énormément de situations pour faire un peu de contrôle d'arène. C'est vraiment une carte extrêmement puissante sur laquelle vous allez en plus pouvoir attacher des pilotes intéressants. Vous avez ensuite le Faucon Millennium, évidemment, le vaisseau de Han Solo, comment ne pas le mettre dans ce deck. Ici, la version que je vous ai mise, c'est la version du set 1, la fameuse légendaire.
C'est une carte qui est présente dans tous les decks ruse héroïsme. C'est certainement une des meilleures légendaires du jeu. Lorsque vous la jouez, elle arrive redressée, et donc elle peut attaquer directement le tour où elle est posée sur le terrain. C'est une 3-4 pour 3, donc c'est des stats très solides. Par contre, effet négatif, si vous décidez à la fin du tour de la garder sur le terrain, vous devez payer au tour prochain une ressource. Vous devez incliner une ressource pour pouvoir le garder sur le terrain. Donc ça, c'est l'effet un peu négatif. Mais étant donné que vous ne jouez ici que des cartes qui ont un coût impair, globalement, si vous la jouez au tour 2, c'est-à-dire qu'au tour 3, vous aurez 4 ressources, ça ne vous embête pas trop d'incliner une ressource, parce que de toute façon, au tour suivant, vous jouerez probablement une carte qui a un coût maximum de 3. Donc généralement, c'est pas gênant dans cette situation-là. Par contre, sachez qu'il y a une alternative possible au Faucon Millennium. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir cette légendaire du set 1, qui en plus est une carte assez coûteuse, elle a quand même pris une sacrée cote, vous pouvez tout à fait la supprimer et jouer les 3 Faucons Millennium que vous avez reçus directement dans le deck de démarrage, parce que ça reste des très très bonnes cartes qui ont d'autres intérêts. Alors elles n'ont pas l'avantage d'arriver directement tout droit, directement redressées. Personnellement, j'aime bien ce côté-là parce que ça me permet de réagir directement à une menace adverse, ça me permet également d'agresser tout de suite la base de l'adversaire, voire plus tard en fin de partie, si j'en ai besoin, de mettre une menace qui permet d'attaquer tout de suite pour éventuellement gagner la partie. Ce que le nouveau Faucon du kit de démarrage ne permet pas, mais par contre, le Faucon du kit de démarrage a d'autres effets intéressants. Alors, au niveau des stats, c'est toujours une 3-4 pour 3, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez déployer 2 pilotes sur le Faucon Millennium du kit de démarrage, et en plus, cette unité gagne +1 pour chaque pilote que vous ajoutez dessus. Donc ça peut devenir très rapidement une unité difficile dont l'adversaire va avoir du mal à se débarrasser, notamment si vous jouez dessus votre leader ainsi que Chewbacca, dont je vais parler plus tard. Ça peut vraiment rendre l'unité extrêmement puissante et difficile à détruire. Et en plus de ça, elle n'a pas l'effet négatif de payer une ressource pour la garder sur le terrain. Donc vous pouvez tout à fait le jouer à la place du Faucon Millennium du set 1, ça fonctionnera très très bien également. C'est plus une question de préférence et d'affinité. Moi, je préfère l'autre. Maintenant, voilà, vous pouvez tout à fait tester avec ce Faucon. Je pense pas que le deck sera moins bon si vous faites ce choix-là. Ensuite, on va parler du tour à 5 ressources, justement. Tout d'abord, il faut le dire, c'est le tour où votre leader va se déployer. Donc, il se déploie assez tôt. Vous pouvez soit le déployer en terrestre, ça devient une 3-7 sans aucun effet, ce qui est déjà très très fort. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de le déployer en tant que pilote sur un véhicule. Pourquoi pas sur le Faucon Millennium, c'est là qu'il a le plus sa place. Et à ce moment-là, si vous faites ça, vous pouvez compter le nombre justement d'unités d'amélioration impaires que vous avez sur votre terrain. Généralement, vous en avez beaucoup. Vous pouvez en avoir déjà 3-4 à ce stade-ci, et redresser un nombre de ressources équivalent justement au nombre de cartes impaires que vous avez sur votre terrain. Et donc ça vous permet potentiellement de jouer 2 tours en 1 finalement. Donc vous allez d'abord jouer les cartes de votre main pour un coup de 3, 4, 5 ressources, puis déployer Han Solo sur un de vos véhicules, et à ce moment-là, vous pouvez à nouveau redresser des ressources pour jouer encore d'autres cartes de votre main. Pour peu que au tour 2 vous ayez joué Botcheck, vous avez probablement déjà beaucoup de cartes en main. Ça vous permet de faire un tour très 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 solide et remplir le terrain pour justement agresser potentiellement la base de l'adversaire assez rapidement derrière. Donc c'est très très impactant. Les stats en tant que pilote sont très intéressantes, +3, +4. Pour peu que vous le mettez justement sur le nouveau Faucon Millennium dont je parlais avant, ça va faire en réalité +4, +4 à cause de l'effet du Faucon. Donc franchement, très 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 bon leader en tant que pilote, même si sur le terrestre il peut quand même être impactant. À 5 ressources, vous avez évidemment le duo Han Solo et Chewbacca. Alors le Han Solo, c'est le légendaire de ce set, qui est ultra versatile, un peu comme le Blue Leader. C'est aussi une carte qui est super versatile, parce que soit vous la jouez sur le terrestre et elle aura embuscade 4-5 pour 5, ce qui est vraiment pas anecdotique, hein, c'est quand même des stats assez intéressantes en embuscade. C'est la même stat qu'un Bosque du set 1, mais vous pouvez également pour 2 le jouer en tant que pilote. Et si vous l'attachez au Faucon Millennium, justement, vous pouvez attaquer directement avec ce Faucon Millennium, et si vous attaquez l'unité de l'adversaire, c'est
dégâts de combat, vous les infligez avant le défenseur. Donc c'est-à-dire que si vous éliminez l'unité que vous attaquez, vous ne prenez pas de dégâts de combat en retour. C'est le même effet justement qu'avec le Han Solo rare du 7-1, dont on parlera plus tard parce qu'elle est évidemment dans le deck. Donc c'est un effet très très fort à comboter avec le Faucon Millennium. Si vous l'attachez pas, si vous l'attachez à un autre véhicule que le Faucon Millennium, vous pouvez aussi attaquer directement au moment où vous l'attachez, mais par contre vous n'aurez pas ce petit effet intéressant de pouvoir détruire une unité adverse sans prendre de dégâts en retour. Vous avez également Chewbacca pour 5, que vous pouvez mettre sur le terrestre, ça devient une 5-6, qui ne peut pas être éliminée ou renvoyée en main par des effets de cartes. Donc c'est une carte qui va vraiment être compliquée à gérer pour l'adversaire, à moins d'aller la combattre justement, lui infliger des dégâts via des effets de cartes. Ça va être difficile de le détruire, c'est pas des cartes de removal qui vont lui permettre de s'en débarrasser, mais elle est également très très forte si vous l'attachez comme pilote, ça donnera +3/+3 au véhicule attaché pour un coût de 3, et l'unité attachée ne peut plus être éliminée ni renvoyée en main. Donc le même effet que lorsqu'il est déployé sur le terrestre. Et si vous regardez bien justement, Han Solo en tant que pilote coûte 2, Chewbacca en tant que pilote coûte 3, et donc au tour où vous êtes à 5 ressources, vous pouvez tout à fait jouer les deux unités en tant que pilote, et pour peu que vous ayez choisi justement le Faucon Millennium de votre deck de démarrage, et bien vous pouvez jouer les deux sur le même Faucon Millennium qui devient une unité extrêmement solide, extrêmement puissante et difficile à détruire grâce à l'effet de Chewbacca justement. Donc c'est un combo qui fonctionne extrêmement bien. Justement en vous en parlant, ça me donne presque envie de changer de Faucon dans le deck. Je testerai un petit peu plus justement en détail avec le nouveau Faucon. C'est un combo qui fonctionne extrêmement bien. Alors évidemment il faut avoir les bonnes cartes en main au bon moment, mais voilà, ça peut être très très puissant. Alors, on reste sur des coups impairs évidemment, hein, donc on en vient au tour à 7 ressources maintenant. Vous avez tout d'abord le Han Solo rare du 7-1. C'est une des meilleures cartes à 7 ressources du jeu encore aujourd'hui. Donc elle a embuscade, elle a 6-6 et surtout, lorsque vous attaquez avec cette unité, vous infligez ces dégâts de combat avant le défenseur. Donc si vous tuez le défenseur avec Han Solo, vous ne vous prenez pas de dégâts en retour. Donc c'est une carte très solide qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Vous avez un exemplaire de Enfys Nest. C'est une carte qui vient bien en complément de Han Solo, qui a des intérêts un peu différents, mais qui va pouvoir impacter également l'arène spatiale. Donc lorsque vous la jouez et lorsque vous attaquez avec, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie dont la puissance est inférieure à celle de Enfys Nest. Donc si vous jouez Enfys Nest, vous pouvez renvoyer dans la main de votre adversaire une carte qui a une puissance de 4 ou moins en gros. Pour peu que vous améliorez Enfys Nest avec par exemple un Blaster DL44 ou quelque chose comme ça, vous pouvez évidemment revoir à la hausse cet effet de bounce. Donc c'est un effet assez pratique. Je l'ai mis quand même qu'en un seul exemplaire dans le deck. Vous avez deux Tenty4, donc c'est une sentinelle spatiale 5-7 pour 7. Donc ça fait vraiment un gros body sur le spatial qui notamment va vous permettre de survivre un peu face aux decks qui vont être très agressifs dans le spatial. Je pense par exemple au nouveau Dark Vador qui va jouer énormément d'unités spatiales, voire à Boba Fett ou encore à Django. Ça va vous permettre de tenir le coup dans l'arène spatiale et éventuellement de protéger vos unités spatiales, votre faucon ou autre. Et en plus, lorsqu'il est joué, vous créez un jeton X-Wing. Donc c'est une sentinelle assez solide justement dans l'espace. Et évidemment, c'est la meilleure carte à jouer à cette ressource, c'est le renfort de Wing. Donc je l'ai présenté tout à l'heure. Vous regardez les 10 premières cartes de votre deck et vous jouez un maximum de 3 unités pour un coût combiné de 7 ou moins. Et vous jouez ces unités gratuitement. Comme je vous le disais, le mot gratuitement est important. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va regarder, c'est le coût imprimé sur la carte. On va pas du tout tenir compte des affinités à cause du mot gratuitement justement. Donc évidemment vous allez pouvoir jouer les 3 cartes dont je vous ai parlé maintenant, c'est-à-dire Han Solo, Enfys Nest et Tantive 4, et donc choisir celle qui est le plus impactante au moment où vous jouez Renfort de Wing. Mais j'ai également ajouté au deck 2 cartes qui sont hors affinité et que vous pouvez tout à fait jouer gratuitement avec Renfort de Wing. Il s'agit de Luke Skywalker et Cad Bane. C'est un combo qui est assez connu, hein, qui se jouait déjà dans les decks précédents, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Pour le coup, je vous ai mis qu'un seul Luke et un seul Cad Bane parce que à partir du moment où vous les avez en main, ils deviennent tout de suite beaucoup moins impactants parce que beaucoup plus chers. Donc c'est surtout des cartes qu'on va essayer de jouer avec Renfort de Wing. Éventuellement, vous pourriez mettre
s'il y en a une des deux que vous préférez les mettre en 2 exemplaires, pourquoi pas, mais il ne faut pas les mettre en trop d'exemplaires parce que c'est des cartes souvent mortes en main que vous n'allez pas pouvoir jouer. C'est plutôt quelque chose, voilà, vous allez essayer de trouver un moment important avec votre renfort de Ewing. Et ensuite, il y a une petite unité qui ne coûte pas cette ressource, mais que j'ai mis en un seul exemplaire et qu'on va surtout essayer de jouer justement avec le renfort de Ewing, c'est l'Amiral Akbar. Si vous décidez de ne pas jouer une unité qui coûte 7 avec le renfort, vous pouvez tout à fait jouer 3 de vos unités pour un coût combiné de 7, et donc remplir un peu votre terrain. Et donc l'intérêt de l'Amiral Akbar, c'est une fois qu'il est joué, vous pouvez choisir une de vos 2 arènes et infliger à une unité adverse de la même arène un coût égal au nombre d'unités que vous avez dans cette arène. Donc si vous avez par exemple déjà 3 unités spatiales dans votre arène spatiale et que vous jouez Akbar, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité spatiale de l'adversaire et potentiellement l'achever si c'est une grosse unité impactante ou détruire une plus petite unité qui vous enquiquine également. Donc l'Amiral Akbar, c'est pas forcément une unité que vous allez jouer de votre main au 2e tour, c'est plutôt un truc que vous allez essayer de chercher avec renfort de Ewing et essayer de maximiser les dégâts qu'il va faire justement. Et on va terminer par 2 petites cartes, événements et améliorations. Il n'y en a que 2 en plus, toutes les autres je vous les ai déjà présentées. Il y a tout d'abord pour cette ressource, choisir un camp. J'aurais pu le mettre au slide précédent justement pour le tour à cette ressource, mais en réalité c'est surtout une carte que vous allez jouer après un renfort de Ewing très souvent, pour peu que vous ayez décidé de jouer tout un tas de petites unités pas chères. Choisir un camp, donc vous choisissez une unité de l'adversaire, qui n'est pas un leader évidemment, n'importe laquelle. Vous choisissez une de vos unités, si possible une de vos unités pas chères, par exemple un R2 ou un de vos petits vaisseaux qui coûte seulement 1, et vous échangez le contrôle de ces 2 unités. Donc vous pouvez tout à fait voler un Luke de l'adversaire et lui donner simplement un petit R2 ou quelque chose comme ça. Ça fonctionne notamment très bien après un renfort de Ewing. Si vous avez les 2 en main, vous jouez renfort, vous jouez plein de petites unités, et au tour suivant, vous jouez choisir un camp, et hop, vous piquez une grosse unité impactante de l'adversaire, vous lui donnez une petite. C'est vraiment un événement très 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 fort, notamment dans ce deck-ci, vu que vous avez beaucoup de petites unités. Je l'ai mis en un seul exemplaire, mais vous pourriez tout à fait le mettre en 2 exemplaires. 3, ça serait un peu beaucoup, mais 2, pourquoi pas. Si vous l'aimez bien et que ça fonctionne bien, n'hésitez pas à monter à 2 exemplaires. Et l'autre carte dont je vous parlais, c'est la petite amélioration Blaster DL44 de Virtuose. C'est une carte habituelle des decks ruses. On le joue assez peu finalement en rouge, parce que son effet est surtout intéressant en contrebande, et à partir du moment où vous la jouez en contrebande, ça devient une carte jaune qui a un coût de 3. Vous l'attachez à une de vos unités non véhicules, et l'unité peut attaquer directement à +2, et en plus garder ce +2 indéfiniment, vu que c'est une amélioration. Voilà, c'est un classique des decks ruses. Je vous l'ai mis en 2 exemplaires, elle peut vous permettre vraiment de finir une partie lorsqu'il reste très peu de dégâts sur la base de l'adversaire. Et pour terminer rapidement, un petit récapitulatif du deck. Donc là vous pouvez voir dans son ensemble à quoi il peut ressembler justement. J'espère que cette petite analyse vous a plu. Je n'ai pour le moment pas mis de side deck parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle direction la méta va aller. C'est encore un petit peu tôt à mon sens, mais en tout cas vous pouvez déjà le tester comme ça. N'hésitez pas, vous allez voir qu'il tourne vraiment vraiment bien, c'est assez efficace, ça peut être très agressif. Ça peut également faire du contrôle si nécessaire, notamment avec le renfort de Ewing. Si vous allez chercher un Han Solo, une Enfys Nest, un Luke, un Cad Bane au moment opportun, ça peut faire du très très bon contrôle de terrain. Donc n'hésitez pas à le tester. N'hésitez pas à tester également le Faucon Millennium que vous préférez. Les 2 peuvent être impactants. Si vous n'avez pas de toute façon le Faucon Millennium légendaire, n'hésitez pas à jouer celui de votre kit de démarrage. Franchement, vous verrez, vous n'allez pas y perdre au change. Ça va juste être un petit peu moins rapide, un petit peu moins agressif, mais par contre, votre Faucon sera un peu plus impactant sur le terrain sur le long terme en y ajoutant plusieurs pilotes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ce petit deck de démarrage amélioré vous aura plu. Vraiment, testez-le, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il peut être très 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 efficace et très fun à jouer avec son côté probabilité et casino comme j'aime l'appeler. C'était Anto pour la chaîne des cartes sur table. On se retrouve très 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 vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt les amis. Ciao!